faites bien de nous suivre pour rester informés. Bonsoir à tous et bienvenue à ce 20h. Au sommaire, présidentielle 2015, après Ram Ouedraogo, le candidat du Faso Autrement, Ablassé Ouedraogo, a déposé aujourd'hui son dossier de candidature à la présidentielle au Conseil constitutionnel. Ils sont nombreux, Zéphirin Diabré, Rochmark, Christian Kabouré, Ablassé Ouedraogo, pour ne citer que cela, à se lancer à la conquête du pouvoir. Dans cette édition, nous reviendrons sur les critères d'un candidat à la magistrature suprême. Autre actualité, les sinistrés de Bissiguin sont toujours dans les sites d'accueil depuis l'inondation en début août. Leur cri de cœur dans ce journal. Tout d'abord, suite à la polémique autour de la procédure de promulgation de la loi portant statut des forces armées nationales, la présidence réagit. Dans un communiqué du cabinet du président du Faso, il souligne que la loi n'a pas été promulguée de façon secrète et que les délais légaux ont été respectés. Rappelons que la loi portant statut des forces armées nationales a été promulguée adoptée au CNT le 5 juin dernier, suivi de sa promulgation par le président Michel Kafando le 25 juin. Ablassé Ouedraogo, le candidat du Faso Autrement, a officiellement déposé ce matin son dossier de candidature à l'élection présidentielle au greffe du Conseil constitutionnel. Il était accompagné par sa famille et quelques militants de son parti. Joël Zoundi, reportage. Il l'avait annoncé, c'est fait, c'est officiel. Ablassé Ouedraogo a déposé sa candidature à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain, ce 13 août 2015, au greffe du Conseil constitutionnel. Il est arrivé à 11h, accompagné par sa petite-fille, son fils, sa belle-fille, le secrétaire général et des membres et sympathisants du Faso Autrement. La procédure commence ici, dans les bureaux du greffier en chef, puis des bureaux du greffier numéro 3, pour prendre fin au bureau du greffier en chef par cette poignée de main. Une étape vient d'être franchie. Cette élection présidentielle sera essentielle pour enraciner le processus démocratique dans notre pays, vu que, pour la première fois de l'histoire du Burkina Faso, nous assistons à une élection véritablement ouverte, dans laquelle tous les candidats ont leur chance. Il n'y a ni président sortant, ni administration sortante qui aurait un candidat favori. Aussi, Ablassé Ouedraogo n'a pas manqué d'inviter ses militants et sympathisants à la vigilance. Le peuple burkinabé est suffisamment mature et pacifiste. Il sait pardonner, mais il n'oublie pas. Il sait également qui sont les penseurs et les véritables instigateurs de la modification de l'article 37 de notre Constitution, quand bien même ceux-ci ont retourné leur veste. D'ailleurs, ne dit-on pas que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir? Le candidat du Faso Autrement a rappelé son engagement de poser les bases de la transformation socio-économique, culturelle et politique du Burkina Faso afin de faire du pays des hommes intègres un pays émergent selon son projet de société bâti autour de 10 axes prioritaires. Notons que la date limite de dépôt de candidature à la présidentielle auprès du Conseil constitutionnel est fixée au 21 août prochain. À 2 mois de l'échéance présidentielle, ils sont plus d'une dizaine de candidats engagés à la conquête du pouvoir. Cependant, quels sont les critères pour être président au Burkina Faso? Des détails avec Gaël Rodrigue. Dans l'article 1er du chapitre 1 de la Constitution, les Burkinabés naissent libres et égaux devant la loi. Dans l'article 123, peut prétendre aux fonctions de président du Faso tout candidat qui a la qualité d'électeur et remplissant les conditions suivantes. Être burkinabé de naissance, être âgé de 35 ans révolu à la date du dépôt des candidatures et réunir toutes les conditions requises par la loi. Les candidats peuvent se présenter à l'élection présidentielle à titre individuel à travers un parti, un collectif de partis ou un regroupement de formations politiques légalement reconnues. Selon l'article 124, la candidature à la magistrature suprême doit comporter les éléments suivants: les noms, les prénoms, le lieu de naissance, la filiation
et la profession du candidat. La mention prouvant que le candidat est de nationalité burkinabé et qu'il jouit de ses droits civiques et de ses droits politiques conformément aux dispositions du titre 1er du Code électoral. Pour être président du Faso, le candidat doit être investi par un parti, un collectif de partis ou un regroupement de partis ou formation politique légalement constituée. L'article 126, la déclaration de candidature est déposée au greffe du Conseil constitutionnel 50 jours au moins avant le premier tour du scrutin par le candidat ou son mandataire ou le mandataire du parti politique qui a donné son investiture. Selon l'article 127, les candidats sont astreints au dépôt d'une caution qui doit être versée au trésor public. Son montant est de 25 millions de francs CFA au lieu de 10 millions. Dans le cas où le candidat obtiendra au moins 10% des suffrages exprimés, cette caution lui est remboursée dans les 15 jours qui suivent la déclaration définitive des résultats. Dans l'article 129, pour s'assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile. Il arrête et publie la liste des candidats ainsi que celle de leurs parrains dont les attestations ont été validées 42 jours avant le premier tour du scrutin. Les élections présidentielles, c'est des scrutins majoritaires à 2 tours. Le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour est déclaré élu. Au cas contraire, le second tour est organisé 15 jours après la proclamation des résultats du premier tour. Et le candidat qui obtiendrait la majorité relative au second tour est déclaré élu. Et vous l'aurez compris dans ce reportage que vous venez de suivre, cette année, la caution à la présidentielle a été fixée à 25 millions de francs CFA, une somme jugée faramineuse pour certains candidats. Émile Paré, candidat malheureux à la présidentielle de 2005 et 2010, réagit à ce sujet dans ce reportage de Viviane Bama. 5 millions en 2005, 10 en 2010 et 25 millions en 2015, la caution pour les élections présidentielles ne cesse d'augmenter d'élection en élection. Pour le président de la Commission des affaires institutionnelles, de la gouvernance et des droits humains, le choix de cette somme est tout simple, limiter le nombre de candidatures. Étant donné qu'effectivement on pourrait avoir affaire à un pléthore donc, de candidatures, pour éviter donc des candidatures fantaisistes. Parce qu'en fait, fantaisiste, c'est-à-dire que normalement, selon le code, pour la caution de 25 millions qu'on donne, si vous n'avez pas 10% de suffrage, vous ne pouvez pas vraiment être remboursé. Alors, donc ça veut dire qu'il y a combien de candidats pourraient se présenter et ne pas avoir donc effectivement les 10%. Ils sont tellement si nombreux que nous pensons que si on faisait 10 millions comme avant, on allait avoir plus de candidats encore que les 25 à partir des 25 millions. Toujours dans la logique de réduction des candidatures, le remboursement de la caution présidentielle est soumis à la condition d'obtenir au moins 10% des voix. À partir de la barre de 10%, là, ça permet de dire que ceux qui veulent s'aventurer, ils n'ont qu'à savoir que c'est pour conquérir le pouvoir, c'est ça qui doit les animer, quoi. Non, aller comme candidat simplement parce que ils auront de l'argent qu'on va le contribuable va donner de l'argent pour qu'ils puissent se présenter. Et je crois qu'effectivement, l'un dans l'autre, ça durcit encore les candidatures fantaisistes. Mais pour Émile Paré, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2005 et de 2010, qui a toujours décrié le montant de ses cautions, cette situation est en porte-à-faux avec les réalités du pays. Mais vous voulez un président riche, pourquoi? Pourquoi vous voulez mettre des présidents riches à la tête de votre État pour qu'ils s'occupent des pauvres? C'est un non-sens dialectique et politique. Donc pour moi, soyons raisonnables. La caution à 10 millions, remboursable pour tous ceux qui ont les 5%, je crois que dans le contexte de la démocratie actuelle, c'est très bon. Une situation qui, selon l'ancien candidat à l'élection, risque à la longue de porter un coup à la démocratie. Je trouve que c'est très dangereux pour la démocratie burkinabé. Nous arriverons à une situation où la démocratie burkinabé risque d'être prise en otage par la couche bourgeoise, la couche supérieure, alors que si nous disons que c'est une démocratie, c'est le peuple qui doit avoir ses représentants, il faut permettre à toutes les couches larges de se présenter. Pour l'instant, les candidats devront impérativement payer les 25 millions de francs CFA pour espérer briguer la magistrature suprême. L'actualité, c'est aussi l'association Jeunesse Positive qui a apporté ce matin son aide aux sinistrés de Bissiguen. Elle a remis un don de matériel et de vivres aux familles sans abri relogées dans des écoles. Le reportage est signé Ibrahim Zongo.
Des sacs de riz, des nattes, des bols et des vêtements de plus pour les sinistrés du 2 août dernier à Bisguin. Le geste est de l'association Jeunesse Positive œuvrant dans le social. Un don d'une valeur d'environ 300 000 francs CFA. En général, on a eu 20 sacs de riz, des nattes, des vêtements, des chaussures et puis des bols, mais seulement divisés en 2 tranches, comme il y a 2 sites. Une première site qui a moins de monde que 7 sites. Donc on a divisé en conséquence. Donc qui vient à point nommé, à en croire la directrice du développement social de la commune de Ouagadougou, dans la mesure où l'urgence se situe à tous les niveaux. Il y a des concessions où on n'a même pas pu récupérer un vêtement. Donc les besoins c'est surtout alimentaires, vestimentaires. Et il y a des problèmes sanitaires également. Et vraiment, nous disons vraiment grand merci à cette association qui a voulu être solidaire à ces sinistrés-là. Les premiers bénéficiaires de ce don, tout en saluant l'initiative salvatrice de l'association Jeunesse Positive, invitent le gouvernement à se pencher sur la question de leur relogement sur les sites non inondables. Nous sommes vraiment reconnaissants envers cette association et nous les remercions de tout cœur. L'initiative est salutaire, mais nous souhaitons de plus leur concours pour transmettre nos vives requêtes au gouvernement. Nous leur demandons une fois de plus de nous trouver des abris décents. Il faut préciser que ces sinistrés relogés ici depuis le 2 août bénéficient de 400 grammes de vivres par jour et ce, sur la base de la clé de répartition du CONASUR. Dans le cadre de la série, depuis le 2 août, l'Action sociale tente d'apporter son soutien aux sinistrés en procédant à la répartition des vivres reçus et étant à l'écoute de ces derniers. Ibrahim Zongo nous en dit plus. École primaire de Bisguin, c'est ici que les 423 ménages sinistrés sont relogés depuis le 2 août dernier. Assistant de premier recours des sinistrés, l'action sociale dans ses efforts essaie de leur venir en aide. Dans la cour, des tanks sont installés un peu partout pour faciliter la desserte en eau. Des nattes et des vivres sont aussi donnés aux sinistrés. Mais à côté de ces petites commodités, un souci majeur demeure. La question du relogement dans des zones non inondables. Cette question est notre principal cri de cœur. À chaque fois que l'occasion se présente, nous interpellons les autorités à se pencher sur le sujet. Nous n'en pouvons plus avec les inondations répétitives. Il est vrai que l'action sociale nous aide, mais ce n'est que des abris temporaires. Sur la question, la directrice du développement social de la commune de Ouagadougou se veut on ne peut plus claire. En ce qui concerne le relogement, ça c'est pas le rôle de l'action sociale. Voilà, nous faisons le bilan des dégâts de l'inondation. Voilà, je crois que les problèmes de recensement, lotissement et autres, ça relève plutôt du ministère de l'Habitat. Il est donc évident qu'aucune mesure de relogement n'a encore été annoncée ou du moins n'est encore discutée avec les sinistrés. Sur le site d'hébergement temporaire qu'est l'école primaire, les difficultés sont nombreuses. Cette salle de classe servant de dortoir abrite 41 personnes qui se battent chaque jour contre les moustiques. Conséquence, les cas de paludisme sont nombreux. Notre dortoir est très petit pour contenir notre effectif et nos enfants sont malades. Je viens d'arriver du dispensaire. Je suis allée acheter des médicaments. C'est dire donc que les sinistrés sont toujours dans l'expectative d'un recensement, non pour des vivres, mais pour des sites de relogement, loin du cauchemar hivernal qu'ils vivent chaque année à Bisguin. Dans le cadre de la série de concertations initiée par le Conseil constitutionnel pour l'organisation d'élections réussies, la présidente du CSC a été reçue ce jeudi au Conseil. Nathalie Sommet a exposé les stratégies qu'elle compte mettre en place pour l'égalité de l'information durant la campagne électorale. Joël Zoundi.
C'est pour accorder les violons afin de réussir l'organisation des élections couplées du 11 octobre prochain que le Conseil constitutionnel a initié une série de concertations. Ainsi, avec les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, rencontrés le lundi dernier, les échanges ont porté sur l'organisation mise en place par cette instance. Le jour du scrutin, nous avons des délégués qui observent les élections, qui vont se retrouver sur le terrain avec le personnel de la CENI, les délégués de la CENI également, qui sont maîtres dans l'organisation de ces élections-là. Et donc, il était donc nécessaire qu'ensemble, nous voyons comment les choses se mettent en place, comment les préparations se mènent, qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour que les élections se passent très bien. Ce jeudi 13 août, la présidente du Conseil supérieur de la communication, entourée de ses conseillers, ont été aussi reçus au Conseil constitutionnel pour exposer sur l'arsenal déployé sur le terrain pour mettre les candidats sur le même pied. Donc, il fallait également qu'avec le CRC, nous ayons cette séance de travail pour voir au niveau du CRC qu'est-ce qui a été fait pour que cet égal accès soit effectivement garanti dans la préparation et jusqu'à l'élection présidentielle et aux élections législatives, et que de notre côté également, et ça, ce que nous sommes en train de faire pour que nous puissions aboutir à des élections libres, transparentes et équitables. Kassoum Kambou, président du Conseil constitutionnel, a aussi rassuré les potentiels candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre que ces services ont tout mis en œuvre pour la réception des candidatures. On pensait que c'était utile de mettre à leur disposition un mémento, c'est-à-dire un résumé simplifié de toutes ces dispositions légales, parce que ce n'est pas facile de lire ces textes-là qui sont assez touffus, pour leur permettre de déposer vraiment dans les délais des dossiers, vraiment dans les formes prévues par les textes en vigueur. Donc c'est ce que nous avons fait pour leur accompagnement, et nous attendons bien sûr les dépôts de candidature, étant entendu que le dernier délai pour les dépôts de candidature c'est le 21 août. Les concertations vont se poursuivre pour que tout se passe dans le meilleur des mondes possibles, foi du président du Conseil constitutionnel. Et parlons du Conseil constitutionnel, le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile a introduit un recours auprès de cette juridiction pour l'annulation de certaines listes électorales du CDP. Pour cette organisation, conformément aux dispositions du Code électoral, les auteurs de la modification de l'article 37 de la Constitution sont frappés d'une éligibilité. À ce titre, ils demandent l'annulation des candidatures d'Achille Tapsoba, candidat aux législatives pour le compte du CDP, Fatoumata Diendere, Olo Anisepoda, Salam Derme, Edi Komboigo et Jérôme Bougma. La suite de ce journal, les écologistes d'Afrique de l'Ouest sont en formation depuis ce matin pour mieux appréhender la notion de protection de l'environnement. Cette conférence internationale est prévue durer 4 jours. Ibrahim Sanou. La conférence internationale de la Fédération des Verts d'Afrique, FEVA, a débuté ce jeudi 13 août 2015 à Ouagadougou. Idéologie et environnement, élections et campagne, ce sont ces deux thèmes qui vont animer cette formation des écologistes. 4 jours durant, nous allons donner une formation au niveau des Verts de l'Afrique de l'Ouest. Et puis il y aura une conférence internationale qui va s'en suivre avec tous les Verts d'Afrique. Il s'agit de former nos jeunes à l'écologie politique, la protection de l'environnement, aux échéances électorales et puis aussi aux idéaux de paix, de non-violence. Donc c'est tout ça qui va constituer le clou de 4 jours de formation. Tous les problèmes qui se passent en Afrique viennent toujours des élections selon le président des Verts. Et c'est ce qui explique le deuxième thème qui porte sur les élections. Le thème sur les élections, parce que vous voyez très bien que tous les problèmes qui se posent à l'Afrique viennent toujours des élections. Soit mal organisées, soit des élections mal conduites, soit des hommes politiques qui utilisent des messages qui sont très nocifs. Et à la fin, ce sont les populations qui payent le prix. Donc il est bon de former les jeunes, surtout les jeunes, à la pratique de la démocratie. Et la démocratie, ce n'est pas la guerre. Au sortir de ces 4 jours de formation, les participants devront sortir aguerris de certaines notions sur la préservation de l'environnement. Et à la fin de ces 4 jours de formation, logiquement, les participants doivent ressortir aguerris, ne serait-ce des notions préliminaires de notre vécu quotidien vis-à-vis de notre environnement, les actes que nous posons. Si vous prenez par exemple le deuxième thème, nous sortirons avec des stratégies
nos collègues burkinabés écologistes auront des stratégies qui vont leur permettre, au moment venu pour la campagne électorale, de les utiliser pour qu'au finish, le président Ram soit élu président du Faso. Cette conférence prendra fin le dimanche 16 août et aura connu la participation des écologistes venus de toute la sous-région. À Bobo Dioulasso, des femmes demandent l'ouverture d'un centre de réparation des séquelles de l'excision. L'association Voix féminine de l'épanouissement a en effet marché ce matin pour réclamer l'ouverture du centre médical Kamkasso. Elles disent ne pas comprendre le refus des autorités régionales à rouvrir ce centre créé en 2006. Le colloque panafricain de la jeunesse se poursuit. Les jeunes ont reçu des communications sur la manière de se mobiliser pour la paix et la cohésion sociale. Des travaux de groupe ont même été institués pour leur permettre de mener des réflexions approfondies sur des thématiques. Max Gombré. Mobilisation et engagement des jeunes pour la paix et la cohésion sociale. C'est l'un des thèmes soumis à la réflexion des jeunes dans le cadre du colloque panafricain de la jeunesse qui se poursuit à Ouagadougou. Le but est de permettre aux participants de poser des actions concrètes dans leur pays au sortir de cette rencontre. Moi, j'anime le second groupe qui est la mobilisation et l'engagement des jeunes pour la cohésion sociale. Vous savez, dans différents pays d'Afrique, les jeunes sont un atout pour les hommes politiques, mais aussi un danger. Ils sont les acteurs et les victimes de l'insécurité et des conflits dans nos différents pays. Maintenant, cet exercice, c'est de poser la question à ces jeunes-là. Comment eux-mêmes ils pensent être les acteurs de paix dans les différents pays? Et dans la sous-région, nous sommes en train de vivre la mercénarisation de nos jeunes qui vont dans les conflits, même pas parce qu'ils croient à quelque chose, parce que c'est seulement un moyen de subsistance. Maintenant, la question est dans leur camp. Comment ils peuvent être des acteurs de paix? Quels sont les préalables que les gouvernements doivent mettre en place pour pouvoir leur permettre de jouer ce rôle pleinement? Et pour ce faire, les participants s'engagent à faire des propositions innovantes. Nous espérons qu'à la fin, nous pourrons faire des recommandations qui non seulement seront prises en compte, mais seraient des recommandations non seulement innovantes, mais qui seraient très efficientes pour mettre fin à tous ces conflits, à toutes ces crises qui jalonnent l'Afrique. Parlant d'innovation, celle de ce colloque est particulièrement basée sur le suivi de ces propositions. De nos présentations hier, c'est qu'au sortir des travaux de groupe ici, les jeunes seront engagés pour aller mener des actions concrètes dans leur pays et de s'assurer de faire un suivi au niveau de leur pays sur les différents engagements et les conventions que les États ont signées. Les jeunes se disent prêts à rompre avec la léthargie et de partager leurs expériences avec la jeunesse de leur pays respectifs, car selon eux, ce colloque ne doit pas être un colloque de plus. Parlons insécurité. À présent, selon le média Radio Omega, des braqueurs ont visité l'agence de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS à Dassasgo dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les braqueurs, au nombre de 3 et armés de fusils, seraient arrivés vers 2 heures du matin ce jeudi. Ils auraient ligoté les 2 vigiles qui assuraient la sécurité des lieux avec du fil de fer. Les 2 autres malfrats se seraient donc introduits à l'intérieur du bâtiment. Ce serait la somme de 42 millions de francs CFA qui ont été emportés. En tournée dans la sous-région, le général de division, commandant de la MINUSMA, Michel Losgar, était aujourd'hui au chef d'état-major général des armées. Il était accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de brigade Pingno Mazagré, et de la haute hiérarchie militaire. À cette occasion, le commandant de la MINUSMA a remercié les efforts du Burkina pour sa contribution à la force onusienne dans le maintien de la paix au Mali. Et c'est avec cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.